Bonjour à tous et à tous et bienvenue aux attachés de presse, édition spéciale Milan-Mivanda sur les ondes de CFAC 88.3. On a un panel de 4 personnes incluant moi, Marc-Olivier Jacob, Eden Bélanger, Félix Gagné. On va juste discuter de la campagne actuelle jusqu'à maintenant et on va parler aussi des derniers sondages qu'on a reçus après le premier débat. Mais surtout, quelles sont les perspectives d'avenir sur cette campagne électorale? À tout de suite. Bonjour messieurs! Salut! Salut! Comment vous allez bien? Comment vous allez bien, bon Dieu? Tu nous as déjà donné la réponse avec la question, je vais répondre bien. Là. Navré, c'est quand même tôt ce matin, je vous cacherai pas, un dimanche, on a eu des grosses semaines tous et chacun. Oui. Grosse semaine, hein? Effectivement, oui. Grosse semaine aussi au niveau des entrevues. Lundi, en fait, je vais pas dire lundi, là, mais lundi qui s'en vient, c'est... c'est quoi la date? 19. 19, c'est là. Ouais, le Ouais, 19, le c'est ça. Le 19, on a une grosse journée aussi, là. Donc, avec 3 autres entrevues, plus un pré-tape qu'on a fait cette semaine, là. Donc, grosse journée. Donc oui, on va discuter... on avait eu cette idée-là, genre, plus en style podcast préenregistré, où est-ce que... là, on va avoir le temps de jaser un peu plus que pendant nos émissions. Fait qu'on se le cachera pas, avoir des entrevues avec toutes et toutes les candidats ou candidates, ben ça remplit une plage horaire de 2 heures assez facilement. Mm-hmm. Mais là, on va avoir le temps de jaser et analyser tout ça. On voulait commencer d'abord par discuter qu'est-ce qui vous marque de cette campagne, quel parti, quelle promesse, move ou faits et gestes d'un parti en particulier vous surprend le plus jusqu'à maintenant et qui, en fait, met le ton sur cette campagne électorale, car on se le dit bien franchement, c'est quand même une campagne assez rocambolesque et assez chaotique, selon moi. Ben, moi, j'ai remarqué 2 choses. D'abord, je vais aller plutôt négativement, mais le Parti libéral du Québec est en train de s'effondrer. À chaque jour qui passe, il y a une nouvelle tuile qui tombe sur la tête de Dominique Anglade. Ça n'a pas de bon sens. Hier c'est la date limite pour les candidatures. Puis on a appris que le Parti libéral allait même pas avoir 125 candidats. C'est la première fois dans l'histoire récente là, que ça arrive. Je vous rappelle qu'en 2018, le Parti libéral était au pouvoir. Hein? C'est ça. On dirait que pour moi, 2018, c'était hier. Mais là, comme tu l'as dit, on pourrait même pas avoir... On n'a même pas des candidats partout. C'est quand même fou. C'est fou. Sinon, je trouve que la campagne est est menée d'une manière très arrogante de la part de la CAQ. On dirait qu'on a l'impression qu'on va gagner peu importe, vu qu'on domine dans les sondages, surtout dû à une opposition très divisée. Ben quand on check les chiffres, en fait, la CAQ n'est pas plus dominante que les autres partis au pouvoir avant. C'est juste qu'ils profitent de 4 partis d'opposition plutôt qu'un ou 2. Là. Donc ça, c'est l'autre point, moi, à date, que j'ai remarqué. Puis je pense que la CAQ devrait changer de ton, sinon ça pourrait peut-être mal finir pour avoir des petites surprises. Sinon, toi, Marco, t'en penses quoi? Je vais faire un peu faire du pouce sur ce que Eden a dit. Écoute, pour moi, la campagne de la CAQ, ça ressemble aussi un peu à ça. Aussi de mon côté, là, on va en parler un peu tantôt, mais le premier face-à-face n'a vraiment pas avantagé François Legault. Là. Une prestation quand même, là, je veux pas dire mauvaise, là, il est quand même capable d'envoyer une coupe de flèches à quelques moments, mais ses attaques, la majorité du temps, c'était pas fondé. Celle du PQ, pour l'essence, la taxe sur l'essence, là, que le PQ aurait dans son programme, mais qu'il n'y a pas. Après ça, bien évidemment, on colle des étiquettes. Là, la taxe orange, là, on essaie de bombarder la QS avec ça. Après ça, du côté de Mme Anglade, ben, on a réattaqué sur les garderies en ramenant Tony Tomassi. Puis même Robert Bourassa aussi sur la question de la clause non-obstant. Là. Des enfants qui n'avaient pas vraiment rapport. Aussi, après ça, les études sur le 3e lien qui n'existent pas. Une autre chose aussi. Alors que ça faisait longtemps que la CAQ et François Legault disaient qu'il n'avait. Il n'y en a pas. Ouais. c'est un peu... ouais, j'avoue. Mais en même temps, les partisans de la CAQ vont pas dire « Ah, bon, moi, il est honnête, il avoue son erreur, tout ça. » Mais en même temps, ça fait tellement longtemps qu'il nous ment par rapport à ça que je crois que les gens de Québec ont bien entendu le message. Là. En tout cas, j'espère, là, mais... On croise les doigts là-dessus. On croise les doigts là-dessus, mais c'est ça. Puis pour moi, dans le fond, c'est ça. Là, la campagne de la CAQ, là, beaucoup axée sur la communication. Peu d'idées, des moulins à parole, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la CAQ. J'ai l'impression que le gouvernement s'assied un peu sur l'Orient en ce moment, là, par rapport à sa campagne électorale, puis qu'il prend pour acquis qu'ils vont gagner. Là.
Eden, tu voulais dire quelque chose, ajouter quelque chose? Ben, moi, l'affaire qui m'a fait le plus rire dans le débat, c'est. Tu parlais qu'il ramenait les vieilles choses. C'est quand il ramenait à Plamondon parce que Plamondon lui disait tu n'auras jamais tes pouvoirs d'immigration si c'est 100% fédéraliste parce que le fédéral s'en fout, tu n'auras pas de rapport de force. Puis lui, il a dit ouais, mais en 77, on a eu des pouvoirs d'immigration. En 77. Bon, d'abord, c'est un gouvernement du PQ qui était résolument souverainiste, donc il y avait un rapport de force. Qui voulait faire un référendum aussi dans le premier mandat. Qui a fait un référendum. Et 77, les temps ont tellement changé depuis, ça n'a pas de sens. Ça démontrait que le gars était déconnecté. Il y avait comme pas trop rapport dans ce débat-là, même si c'était lui premier ministre. C'est comme si t'avais 4 jeunes, puis t'avais lui qui était d'un autre ère politique qui essayait de jouer la vieille game, mais ça marchait juste pas. C'est ça, puis aussi, même à PSPP, là, François Legault a ramené là, des affaires du mandat de Pauline Marois d'1 an et demi. PSPP était même pas au Parti québécois dans ce temps-là. Mais en fait, il était pas une figure connue du Parti québécois. Puis même quand il attaquait Dominique Anglade, il ramenait des choses des anciens gouvernements que Anglade était comme... Ça a comme pas rapport. J'étais à la CAQ dans ce temps-là. J'étais à la CAQ dans ce temps-là. J'étais même pas en politique. Tu sais, fait... C'était pas une bonne prestation là-dessus. Je comprends qu'il y avait un bilan à défendre, mais ses attaques étaient littéralement, genre, avaient aucun rapport. Là. C'est de ton côté, Félix? Moi, ce que j'ai, solide prestation de Gabriel Nadeau-Dubois là, lors du face-à-face. Sinon, tu sais, aussi, bonne, comme on parlait des attaques un peu chambranlantes de Legault, sur la taxe orange, justement, comme Marco avait mentionné, le QS qui a fait beaucoup d'efforts pour démentir ça puis mieux expliquer ça dans les médias, sur les réseaux sociaux. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Sinon, moi, il y a une promesse qui a retenu mon attention cette semaine. C'était surtout la promesse au niveau de la culture du PQ pour les émissions jeunesse à Télé-Québec. Là. C'est quelque chose qui a vraiment retenu mon attention dans le sens que je trouve qu'il y a peut-être un peu trop d'émissions d'animation américaine faites à la va-vite, puis que ça nuit à la place que la culture québécoise pourrait avoir dans la vie des jeunes. Là. Juste pour faire du pouce un peu ce que tu dis, Télé-Québec, là, c'est une société d'État. Là. C'est le gouvernement du Québec là, qui s'en occupe. Là, fait que c'est normal qu'un parti politique puisse proposer ça. Là. C'est pas une chaîne de télé privée, là, c'est une chaîne de télé publique québécoise. Là. C'est aussi, puis ça fait longtemps que on se pose la question. En fait, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de réel refinancement plus solide, plus concret là, par le parti au pouvoir pour Télé-Québec. Effectivement, c'est vrai que le PQ se tourne vers... en fait, dirige... C'est le seul à proposer ce genre d'idée-là, qui est quand même effectivement intéressante, notamment dans un contexte où est-ce que la culture québécoise, surtout de manière télévisuelle, est un peu en difficulté à l'heure actuelle. Là. Ouais, puis la dernière fois que ça avait été, dans le fond, une discussion dans un débat des chefs ou dans une campagne électorale, c'était l'ADQ à l'époque qui voulait fermer Télé-Québec. Ouais. C'était ça. La dernière fois, puis c'est là 20 ans. L'ADQ a vraiment posé les graines d'essayer de devenir le PCQ quand on y pense. Là, c'est vraiment... le PCQ, c'est vraiment une coalition entre les anti-médo-sanitaires et les adéquistes déçus de la CAQ, parce que la CAQ est littéralement rendue une big tent là, qui fait pas de sens avec du monde de partout. Quand, à l'époque, à l'origine, c'était un parti centre-droit. Là, c'est juste un parti de n'importe quoi. Là. Donc, c'est ça qui a permis au PCQ de décoller. Mais justement, moi, j'ai trouvé que la campagne de Duhem jusqu'à présent, bon, bien qu'il soit extrêmement démagogue et très souvent menteur, là, va très bien. Parce qu'il passe son électorat. Il va vraiment cristalliser un vote d'environ 10 à 15% qui va peut-être lui permettre d'avoir un siège. Et s'il réussit à élire un député, de surcroît, si c'est lui, on va entendre parler pendant encore 4 ans. Et vraiment, ça serait bizarre accompli pour un parti qui, avant son arrivée, n'existait pratiquement pas dans le paysage politique québécois. Là. Effectivement. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Ou... Ouais, moi j'irais avec, tu sais, c'est un peu normal que ce soit un peu que, comme Eden disait, que le PCQ a été comme, c'est un peu comme une branche de l'ADQ dans un certain point, là, comme un héritier, devrais-je dire, parce que même Duhem lui-même est un ancien ADQiste, un peu déçu, qui avait émis des doutes par rapport à la CAQ le jour même de la fondation de la CAQ, à une émission animée par Richard Martineau. C'est fabuleux. Oui. Tous dans tout. Oui, exactement. C'est pas mal ça que je voulais dire. Là. Ouais, puis tu disais que Duhem, c'est un ancien ADQiste, c'est un ancien conseiller aussi de l'Alliance canadienne au Québec.
fin années 90, début 2000. S'est présenté après ça pour l'ADQ en 2003 dans Deux-Montagnes, il avait fini 3e. Ouais. Après ça, il s'est vraiment plus concentré comme étant conseiller de Mario Dumont. Puis je sais à quel clip que tu fais référence, puis il avait mentionné la CAQ, que ça n'allait pas devenir ça. que finalement, même si la CAQ c'est une vision avec l'ADQ, ben, il n'allait pas avoir une vision ADQiste de centre-droit au niveau économique. Puis on voit qu'elle s'est perdue. Là. Elle s'est perdue. Puis ce que je voulais rajouter par rapport au PCQ, c'est que oui, peut-être que la concentration du vote va pouvoir faire élire un député, puis oui, on va entendre parler pendant 4 ans, mais aussi on peut mentionner que le parti, là, 4 ans, n'est plus le même qu'aujourd'hui. Là. Il a quand même repris un parti qui allait pas bien. Puis qu'au niveau historique au Québec, là, c'est un parti conservateur du Québec, au niveau historique, là, pendant, mettons, les 40 premières années là, du Québec, là, ben, mettons, pas les 40, mais les 30, là, parce que 1867 à 1900, là, c'est beaucoup de conservateurs qui ont gouverné le Québec. Là. Ouais. Tu sais, le premier ministre du Québec, là, c'est Pierre-Olivier Chauveau. Éric Duhem, ça présente où? Dans la circonscription à Chauveau. C'est quand même un parti qui était quand même là au début du Québec. Puis après ça, c'était repris sous différentes formes là, avec Maurice Duplessis, avec l'Union nationale. Mais il y a quand même un bastion historique conservateur qui existe au Québec. Là. Absolument, absolument. Puis souvent, les gens veulent le nier parce que, tu sais, au Québec, depuis la Révolution tranquille, on suit ce grand récit-là de la social-démocratie, de l'État interventionniste, le modèle québécois qui est pas faux là, par ailleurs. Mais il y a toujours eu un fond bleu foncé conservateur au Québec. Puis c'est environ le score du PCC au fédéral, là, environ 20% au Québec. Là. Puis ce score-là, si Duhem peut s'en approcher, il va être présent dans le paysage politique. Et d'ailleurs, sa présence à 15% des sondages et le fait qu'on soit pas sûr qu'il élise même un député est aussi symptomatique d'un plus grand problème, là, c'est que le mode de scrutin n'est plus adapté à ce qu'on fait en ce moment. On a 5 partis politiques principaux qui ont des chances d'avoir des députés qui sont des propositions relativement sérieuses. Et là, on n'est pas capable d'avoir un poids au niveau des députés qui est représentatif de l'électorat parce qu'on a un parti qui est à 38 et le reste est entre 10 et 17 et 18. Ça fait pas de sens. Et vraiment, Legault là-dessus, encore une fois, quel moment raté avec l'histoire. Hein? Parce qu'il avait promis de changer le mode de scrutin. Et il a fait preuve de cynisme en allant vraiment dans les pas de Trudeau. D'opportuniste également. Oh oui. Mais tu sais, on parle du mode de scrutin. Là. François Legault avait signé une lettre avec les députés avec les chefs de l'opposition, Oui. là, pas les députés, les chefs du PQ puis de QS, comme quoi qu'ils s'engageaient à réformer le mode de scrutin. Là, pouf, le mode de scrutin, bon, ça tombe, puis là, évidemment, il y a beaucoup de l'eau qui ont passé sous les ponts là, depuis la promesse. Là. Puis là, ben, quand j'ai entendu là, à 5 chefs une élection, François Legault dire là, que la réforme du mode de scrutin, ça intéresse personne, on l'a vu, ça intéresse juste les intellectuels. Non. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. C'est vraiment un sophisme, c'est vraiment une fausseté, à mon avis. Puis honnêtement, là, je verrais très bien le PCQ qui... Tu sais, souvent, le PCQ va mentionner, là, on veut une voix pour les gens comme nous à l'Assemblée nationale, mais avec un 15% du vote, on n'est peut-être pas assuré d'en avoir une voix. Je verrais très bien le Parti conservateur du Québec faire du pouce là-dessus et réclamer une proportionnelle. Ce qui pourrait rallier les autres partis d'opposition, même pour une proportionnelle. Peut-être pas le Parti libéral, parce que le Parti libéral avait refusé puis n'était pas engagé en 2018 par rapport à ça. Mais je verrais bien le PCQ faire ça. Puis ça serait quand même très logique dans la vision conservatrice de « on veut du monde qui nous représente, ben parfait, on propose une proportionnelle ». Ben, en même temps, tu sais, le Parti libéral pourrait s'engager dans un certain point parce que l'entente de 2018 est une entente faite par les partis d'opposition, comme que c'est, dans le fond, la coalition Avenir Québec, Québec solidaire, et PQ s'étaient engagés, si un des trois prenait le pouvoir, de faire la réforme du mode de scrutin. Fait que dans ce cas-là, peut-être que dans la même optique d'un peu que les 3 partis sont plus vraiment, les 4 autres partis dans ce cas-ci, ils seront plus vraiment représentés, on aura une représentation minime comparé à leur pourcentage accordé versus François Legault qui aura une proportion énorme comparé au pourcentage de vote accordé. Ben, ça pourrait toucher les 4 partis d'opposition. En fait, il y a juste la CAQ qui est avantagée là-dedans. Là. En même temps, les libéraux, eux, ils ont un avantage, c'est qu'ils ont un vote tellement concentré dans des comtés à Montréal qu'ils n'ont peut-être pas nécessairement avantage à avoir une réforme de mode de scrutin parce que ça diluerait leur influence. Je veux dire, si les libéraux n'avaient pas les comtés du West Island de Montréal en ce moment, le parti disparaîtrait littéralement là, parce qu'il est à 9% chez francophones. Il y a
plus grand monde qui vote pour la région. Là, à Sherbrooke, dans le sondage, sont à 4%. Hein, le comté de Jean Charest, on s'appelle. Là, hein? C'est pas quel comté Et du de Parti Luc libéral. Fortin, ancien De Luc ministre libéral. Fortin. Écoute, c'est un comté historiquement libéral, là, ici. Là. 4%. C'est puis pour ça que, en fait, c'est deux alternatives intéressantes pour les libéraux parce que, en autant comme tu dis, ça pourrait diluer leur influence, autant le parti n'est plus ce qu'il était, il n'est plus là, concrètement. Il n'est plus tout court. il n'est plus tout court. Ça serait quand même intéressant de discuter de une forme de scrutin, même si, bon, on nous casse les oreilles en disant on va le changer le mode de scrutin, puis on fait absolument rien, mais bref. Puis les libéraux, historiquement, au Québec, là, c'est un parti d'économie, là, surtout. Là. Puis là, on voit avec le cadre financier des erreurs de 16 milliards. Puis même en date d'aujourd'hui, là, on est dimanche, il faut le dire, on est dimanche le 18. Là. Même aujourd'hui, ce matin, là, il y avait un article dans la presse qui dit que même après les corrections, il y a encore des erreurs dans le cadre financier parce qu'il y a des calculs qui ne fonctionnent pas. Ça veut tout dire. Ça illustre comment présenter un bilan financier avec des trous aussi importants financièrement. Bon, je sais pas c'est quoi le manque avec ça. Là. Mais enfin, bref, chers téléspectateurs, chers auditeurs, on s'en va courte pause publicitaire / petite pause tout court. Et au retour, on va discuter encore une fois de ce bilan de mi-mandat. Ce bilan de mi-mandat. Ce bilan de mi-campagne. On va y arriver. Et on revient tout de suite. Bienvenue aux attachés de presse, édition spéciale bilan de mi-campagne, ici même sur CFAC 88.3. On avait une belle discussion sur le mode de scrutin au Québec, notamment avec les promesses faites pour tous et chacun par la Coalition Avenir Québec, mais aussi que les partis de l'opposition depuis un certain temps le demandent, mais que finalement... En 2018, là, on va spécifier. Ben c'est ça, on va le spécifier en 2018, mais ça l'enjeu du mode de scrutin n'existe pas depuis 2018. Il existe depuis de nombreuses années. Notre système électoral, il est, je vous dirais, assez désuet à l'heure actuelle. Dans le climat politique où est-ce qu'on est, oui, absolument, il est désuet. Mais ça nous amène à la suite de notre discussion qu'on avait. Est-ce que vous avez un mot de la fin par rapport à ça ou on commence tout à analyser les derniers sondages et ce qui s'en vient? Là? Ben, t'expliquais que c'est pas un sujet qui est, dans le fond, nouveau, là. C'était aussi une promesse de René Lévesque dans les années 70 qui n'avait pas été réalisée. C'est une promesse aussi de Justin Trudeau au niveau fédéral. Puis là, François Legault aussi qui a fait la promesse. Pour l'instant, dans l'histoire canadienne, on est 3-3 au niveau du non-respect de la promesse. Là. Parce que souvent, quand tu arrives au pouvoir, ben tu vois comme « Oh, OK, je suis au pouvoir avec, mettons, 35-40% des votes. Ça m'avantage d'avoir à peu près 70-80% du pouvoir, tu sais. » Puis bon, là, on t'a dit 3-3, mais il y en a sûrement d'autres qu'on n'a pas nommé là-dedans. Mais juste, là, on a blâmé beaucoup Legault pour cet échec-là. Mais il faut dire que c'est surtout la faute de son caucus. Puis moi, j'ai des gens qui m'en parlaient de la CAQ qui me disaient c'est les députés qui voulaient pas parce que justement, ils avaient peur de perdre leur siège. Parce qu'ils allaient forcément perdre des sièges avec un mode de scrutin plus proportionnel. Et c'était la même chose au PQ de 76. Alors, René Lévesque voulait ça dur comme fer. Mais quand tu as un caucus qui veut pas, qui a peur de perdre sa job, qui est individualiste, qui est carriériste, ben, c'est ce qui arrive. Donc, pour moi, honnêtement, il faudrait vraiment qu'on ait une coalition qui se fasse sous le mode de scrutin actuel. Exemple, le PQ Québec solidaire gagne en chambre d'élection, ils forment une coalition. Ça va les forcer à faire le mode de scrutin parce qu'ensemble, de toute façon, seul, je veux dire, il n'y aurait pas la majorité. Je pense que c'est la seule voie possible pour une réforme de mode de scrutin. Sinon, on va jamais le faire. Les gens, quand ils arrivent au pouvoir, ils veulent le garder. Ouais, puis tu sais, souvent, on peut avoir peur de ça va amener des gouvernements minoritaires, des minoritaires. Mais en ce moment, on a la preuve au fédéral, là, ça fait 2 élections qu'on a des gouvernements minoritaires. Là. Puis honnêtement, ça fonctionne quand même, la politique. Tourne. La terre tourne, il n'y a rien qu'à changer. Ça va juste faire des gouvernements de coalition, puis ça va juste en fait faire en sorte que le gouvernement va mettre de l'eau dans son vin sur plusieurs enjeux. T'sais. Moi, je vois juste du positif là-dedans. Là. Puis en même temps, la décision prise par le gouvernement, mais elle va permettre d'apporter plein de perspectives, plein de points de vue différents pour justement peut-être soit changer la loi ou la modérer. Moi, je vois juste du positif, là. Tu sais, mais bon. It is what it is. Parlons sondage. Eden, toi qui es un fan de chiffres. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec non seulement la mi-campagne,
il y a eu le premier débat où est-ce que, comme on l'a mentionné, on dirait que, en tout cas, moi, si je peux aller plus loin dans mon interprétation du débat, c'était deux personnes se sont levées, puis on a un premier ministre sortant qui, curieusement, n'était pas prêt, T'es pas là. alors que c'est un excellent débatteur en temps normal. Bref, j'étais un peu surpris. Mais qu'est-ce que les sondages disent à l'heure actuelle? Il n'y a pas de sondage toutefois depuis le Non, dernier débat. Il n'y a pas Mais de sondage depuis le débat, mais avant le débat, on voyait déjà une certaine tendance. Faut comprendre que souvent les tendances, là, comme Jean-Marc Léger disait, s'accélèrent après les débats. Donc, la tendance, c'était que la CAQ est en baisse. Dans le dernier sondage léger là, qui a été fait du 6 au 12 septembre, la CAQ est à 38%. C'est une baisse de 4% depuis le début de la campagne et de 6% depuis le début août. Le PLQ est à 18%, une hausse de 1% depuis le début de dernier sondage. QS à 17%, une hausse de 2%, et ce qui est meilleur que le score 2018. Donc ça, c'est très important. Le PCQ est à 15, une petite hausse de 1%. Et le PQ est à 11, une hausse de 2%. Pour le PQ, là, c'est peut-être une situation où il pourrait finalement réussir à sauver les meubles. Là, parce qu'il y avait des sondages avant qui les mettaient à 7-8%, ce qui était probablement la fin des haricots. Chez les Franco, la CAQ est toujours au sommet, mais juste à 43% désormais. QS est à 19% chez les francophones. Ça, c'est intéressant à voir aussi. Le PCQ et le PQ sont chacun à 14 et les libéraux sont à 9. Donc, encore une fois, les libéraux dans le monde francophone sont morts. Chez les jeunes, chez nous, les QS est à 38%. Ce qui est en montée depuis un certain moment. Et Q125, tu me l'as envoyé dès que hier là, par texto, mais Q125 a dit que si seulement les gens de 18-34 ans votaient, QS aurait 88 sièges. C'est énorme. Ça démontre qu'il y a vraiment... c'est une crise générationnelle. Ah, vraiment. Je veux pas dire crise, mais plus un clash. Un clash. La CAQ et le PCQ sont à 18, le PQ à 13 et le PLQ à 12. On voit d'ailleurs, là, petit propos éditorial, mais si on met le vote de QS et du PQ, donc les deux partis qui disent souverainistes, 51% des jeunes voteraient pour des partis souverainistes. Ils sont certes pas tous souverainistes, mais ça montre que l'idée n'est pas morte. Il y a un potentiel de croissance chez les jeunes, il faut peut-être juste bien l'articuler. Mais bon, ça c'est une question pour un autre moment. Ensuite, c'est les deuxièmes choix, le PQ est toujours au sommet à 18%, la CAQ à 16, QS à 15, le PLQ à 10 et le PCQ à 7. Donc, ce qu'on remarque, là, c'est que le PQ et QS sont les deux partis d'opposition avec un réel potentiel de croissance. Et QS a un avantage parce qu'il est déjà en avance sur le PQ. Donc, pour QS, il y a une réelle possibilité de se placer en tant qu'opposition officielle, de déloger les libéraux. Et ça serait une première. Si les libéraux ne sont pas l'opposition officielle, que le Parti libéral du Québec n'est pas un ou deux, n'est pas le gouvernement de l'opposition officielle depuis la fédération. Donc, c'est historique ce qui se passe. C'est historique. On a aussi des sondages locaux dans Sherbrooke. Et là, on a eu un sondage Main Street commandé par la CAQ qui nous a dit que la CAQ est à 45 et le QS à 25. Les autres avec des scores un peu moins intéressants. Et là, tout le monde a un peu sursauté quand il a vu ce sondage-là. On s'est dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Et un sondage Checkbot nous a dit, ouais, c'est vrai, ça n'a pas de bon sens. La QS, selon le sondage, sera à 44 et la CAQ à 37, ce qui fait un peu plus de charge avec ce que Q125 disait. Donc voilà, une course serrée, mais qui semble être à l'avantage de QS dans Sherbrooke. Mais est-ce qu'on peut en discuter de ça, justement, des sondages commandés par les partis politiques? Est-ce que ça devrait être une pratique qui devrait peut-être être érigée par la loi, là, parce qu'on s'entend que ça peut venir fausser les données, là. Puis on en avait discuté aussi avec M. Philippe J. Fournier. Qui nous avait dit que non, les sondages font partie de la démocratie, de l'univers politique. Là. C'est ça qu'ils nous avaient mentionné aussi. Oui, ils avaient mentionné ça, mais au niveau des sondages partisans, souvent, sont trompeurs. Évidemment, il y a un biais. On en discutait tantôt. Il y a un biais au niveau de ces sondages-là parce que penses-tu réellement que si quelqu'un t'appelle pour un sondage avec de la CAQ ou de QS, tu vas dire « Ouais, je voterai pas pour toi. » Exact. Je pense que le fait qu'on ait beaucoup de sondages coulés comme ça, des sondages partisans, ça démontre aussi, c'est symptomatique du fait qu'on n'a pas de sondage tout court dans la campagne. Et ça, le problème, on n'a que le Rolling Main Street, là, qui est un sondage qui se met à jour à chaque jour. Et je vais pas vous mentir, honnêtement, il est mauvais. L'échantillon ne fait pas de sens. Il y a des incongruences. C'est pas bon. Et on a eu seulement un autre sondage léger. Donc, tant qu'on n'a pas de chiffres, ben, les partis vont couler des chiffres à Philippe Chifournier, qui lui est un peu dépendant de ça, parce qu'il veut des chiffres, lui, pour faire son modèle. Donc là, il doit attendre des chiffres coulés et il se fait un peu instrumentaliser par les partis. Autant la CAQ que QS l'ont fait, là, j'attaque pas personne en particulier, mais c'est juste une pratique qui n'est pas bonne pour la démocratie, simplement. Ouais, QS, c'est Verdun. Hein, Verdun et Maurice Richard des comtés de Montréal, qui, selon le sondage interne, sont en avance. On sait pas si c'est vrai, vraiment. Mais c'est aussi des sondages stratégiques pour eux, puisque Verdun et Maurice Richard sont des circonscriptions que Québec solidaire veut déloger. Ouais. Pardonnez-moi. Donc, ils ont tout intérêt à amener des sondages
des sondages locaux, là. Oui, effectivement. Moi, ce que je voulais mentionner, entre autres, c'est surtout dans le dernier sondage léger, l'avantage donné à QS dans Saint-François, qui était très intéressante. Oui. C'est le sondage de 5 mois, ça. Ah, c'est sondage de segment? Peu importe. Ah, ok, désolé. Dans le sondage fait par quelqu'un de neutre. Ouais. Mais effectivement, puis en fait, il y a une tendance à Saint-François, puis on l'a vu, on est le dimanche le 18 septembre. Hier, c'était le Street Show, le Rassemblement de Québec solidaire de mi-campagne à Sherbrooke, qui l'ont fait à Sherbrooke. Puis effectivement, ça, on s'en cache pas. Ils ont confiance pour Saint-François. Ah oui. Les chiffres montrent qu'il y a une réelle tendance. Et en plus de ça, c'est Mélissa Généreux reçoit le plus de dons à Saint-François parmi toutes les parties. Très intéressant, sachant que la circonscription, oui, il y a une partie un peu plus jeunesse avec le cégep de Sherbrooke ou avec le campus de la santé de l'Université de Sherbrooke, mais c'est pas un comté où est-ce qu'on regarde la démographie, c'est considéré comme une circonscription prenable pour Québec solidaire à la base. Mais on dirait qu'il y a une certaine tendance qui s'illustre. Mais en fait, il a une certaine tendance depuis l'élection municipale en 2017 où est-ce que Sherbrooke a un virage un petit peu plus progressif qu'habituellement avec la victoire de Devlin Baudin et avec les chiffres actuels les chiffres actuels avec Christine Labrie et Mélissa Généreux. Là. Donc, il y a une certaine tendance. Mais tu sais, faut pas se cacher là, que aussi dans cette circonscription-là, là, tu parles le volet jeunesse, là, il y a aussi beaucoup d'enjeux là, reliés à la pauvreté, la santé mentale, l'accès au logement. Ce sont des lignes que Québec solidaire pousse beaucoup. C'est des trucs qui viennent rejoindre beaucoup de gens qui habitent cette circonscription-là à Sherbrooke, surtout dans l'Est, là, dans l'arrondissement de Fleurimont. Là. Pour y avoir habité, c'est vrai. C'est très, très vrai. C'est vrai. Ben, moi aussi, j'habitais là. Il y a beaucoup de pauvreté, de problèmes de santé mentale, des problèmes avec la crise du logement, beaucoup. Là. Vraiment. T'sais, puis aussi, il faut dire aussi là, qu'il y a quand même, là, dans cette circonscription-là de Saint-François, là, c'est grand, comme tu disais, là, c'est un comté quand même assez rural aussi. Là. Ouais. Mais aussi, il y a Quaticook aussi à l'intérieur de ça, qui ont des problèmes aussi avec leur hôpital, que l'urgence est fermée. Là, tu as une candidate qui est une ancienne directrice générale de la qui est santé renommée publique, dans la région, c'est ça. Exact. qui est très connue en Estrie, qui se présente pour Québec solidaire. C'est sûr que ça a un impact direct. Comme Félix disait tantôt, quand on monte ces chiffres-là, pour la personne profane qui vient de Montréal, exemple, c'est surprenant. Et si on regarde les prédictions de QC125, avant qu'il reçoive ce sondage-là, il mettait aucune chance à QS Saint-François, et là, tout a changé d'une shot. Ben c'est ça aussi, ça peut nous démontrer la limite de QC125 dans les sondages locaux. Tu sais, il est très bon national, il nous fait des belles moyennes, et on sait environ ce qu'on est, mais localement, des fois, c'est difficile de percevoir les tendances. Et ça, tu vois, là, il y a une nouvelle tendance, et honnêtement, là, on a été avertis par le sondage, mais peut-être qu'on l'aurait jamais su, sinon, et que QS aurait gagné dans Saint-François, et que ça aurait été une énorme surprise. Mais non, pour rajouter un peu à ce que tu disais, parce qu'on en a discuté aussi avec ça avec Philippe Giffournier, et c'est ça qu'il nous disait. Il nous a dit, quand que j'ai de la misère ou quand que je suis pas capable de déterminer le gagnant d'une circonscription, c'est parce qu'il y a des enjeux locaux qu'on peut pas voir. Puis les sondages locaux m'aident à faire ça, à ne pas manquer des tendances. Il en manque des sondages locaux. Là. S'il n'y avait pas eu ce sondage-là commandé par la Tribune, là, puis le 107.7 Estrie, là, on l'aurait jamais su la tendance. Là. C'est ce qui devient vraiment intéressant à l'heure actuelle. Mais effectivement, l'enjeu des limites des sondages de Québec 125, bien, on en avait vraiment discuté avec Philippe Fournier, probablement l'une de nos entrevues les plus intéressantes de notre émission. Puis ça donne merci au sondage, mais il y a des limites avec tout ça. Puis que les enjeux locaux, c'est le nerf de la guerre, surtout à l'heure actuelle. Puis ça touche aussi les circonscriptions, notamment, par exemple, de Rouyn-Noranda, où est-ce que personne ne s'attendait à ce que... en fait, avec surtout la fonderie Horn, blablabla, bref... Tu sais, pour l'instant, tu parles de la circonscription de Rouyn-Noranda, pour l'instant, c'est le CAQIS qui est en avance. Là. Mais il n'y a pas de sondage locaux encore qui est sorti. Mais Émilie de la Santarien, là, c'est quelqu'un qui est vraiment très apprécié à Rouyn-Noranda, de un. Puis aussi, il y a quand même une bonne communauté étudiante là, avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, excusez-moi. Tu sais, il n'y a pas encore de sondage locaux, mais s'il y a un sondage local qui sort là, je serais même pas surpris qu'elle soit en avance et que la tendance sur QC125 change. C'est la même chose aussi pour les comtés péquistes dans l'Est du Québec. Là, on ne sait pas trop, là, parce qu'il y a fort dans le Québec, mais tu sais, Gaspé, Gade-Péry-Belançon, Bonaventure avec Alexis Deschênes, Batat, c'est ceux qui vont gagner, mais ces comtés-là, ou les îles, exemple, c'est des comtés qui peuvent être péquistes vraiment forts, même si le PQ n'est pas fort national, parce que c'est des enjeux éminemment locaux.
Les autres, ils s'en foutent du troisième lien, là. Tu comprends? Ils s'en foutent totalement de la reconstruction du tunnel Louis-Pauline de la Fontaine à Montréal, là. C'est pas ça qui leur importe, là. Eux autres, ils parlent d'enjeux comme la pêche, comme la chasse, comme la protection de leur environnement, de leur territoire. Donc, vraiment, il y a un bémol à faire les sondages là-dessus, mais là, on a fait le tour du sondage, là, on les a hachés. Non, ça, puis tu parles d'Alexis Deschaines. Là. Alexis Deschaines, il a quand même la chance d'avoir quand même une tribune. Là, on le voit, Oui. je l'ai vu à quelques fois là, dans les réseaux montréalais, là, justement, là, sur les enjeux du développement économique des régions. Puis aussi, ben, récemment, là, à Mario Dumont, là, on parlait, je pense, d'économie, là, Ouais, surtout. avec Marissal et tout, là. Ouais, avec Vincent Marissal puis Simon Jolin Barrette. Monsieur Deschaines a quand même une tribune montréalaise qui permet de partager sur ses réseaux ces moments où est-ce qu'il passe à la télé à l'heure de grande écoute, tu sais. Ce qui est quand même pas négligeable, là, puis ce qui est pas pris un peu en ligne de compte, là, mais ça ressemble à ça. On a fait le tour, moi, je pense. En conclusion longue, je peux me permettre, quelle peut être la suite de la campagne? Il reste 2 semaines. C'est chaotique de gauche et à droite. On ne sait pas trop comment ça peut se passer. Puis c'est un peu surprenant aussi que si on regarde les chiffres, les sondages au mois d'avril, puis aujourd'hui, jamais on aurait pu imaginer qu'il y a une certaine tendance à la baisse de la CAQ en termes de vote et en termes de sièges. Comment vous percevez l'avenir d'ici 2 semaines? Ben, tu sais, comme Eden mentionnait plus tôt, la tendance risque de s'accélérer, là. Peut-être un peu plus une descente de la CAQ au profit des 4 partis d'opposition, là. Mais, tu sais, de là à gagner des sièges, je sais pas, mais avoir un bon pourcentage, fait qu'un bon financement qui vient avec ce pourcentage-là, ça pourrait être bénéfique pour ces partis-là. Là. Pour la CAQ, l'enjeu, ça va être d'assurer d'avoir une majorité assez claire, de freiner la chute. Pour le PLQ, ça va être de sauver les meubles et de pas seulement exister dans certains comtés anglophones, ce qui va être difficile. Peut-être réussir à conserver le titre d'opposition officielle. Pour le PQ, ça va être de sauver les meubles, littéralement survivre, aller chercher un petit peu de vote grugé, un petit peu de foyer à la CAQ pour sauver quelques comtés. Pour le PCQ, ça va être faire élire au moins un candidat. Mais pour le QS, il y a une possibilité d'avoir une petite vaguelette. S'ils réussissent à avoir un autre bon débat, si la tendance continue, QS va se ramasser avec 20, 21, 22%, avec 17, 18, 19 sièges et être la position officielle. Et pour eux, c'était leur objectif de début de campagne, j'en suis persuadé, là, ils n'ont jamais cru qu'ils voulaient prendre le pouvoir. Et s'ils sont capables de le faire, eh bien, on va avoir une opposition QS et le paradigme va totalement changer, là, vraiment. Pour ma part, c'est sûr que ça ressemble un peu à ce que mes collègues ont dit. Là, pour la CAQ, c'est de freiner la chute. Je m'attends à ce qu'au prochain débat qui va avoir lieu jeudi, François Legault soit davantage préparé et solide. Mais ça peut pas être pire. Puis que sa ligne de communication change. Si au débat, honnêtement, le débat à Radio-Canada, sa prestation est pareille que celui à TVA, je serais pas surpris de voir déjà perdre quelques points encore plus. Parce que je crois qu'il y a quand même une certaine tendance, là, surtout à Québec. Là, on parlait tantôt des études sur le troisième lien, tout ça. Ouais. Éric Duhem est capable de faire du pouce là-dessus à Québec. Là. Il y a une belle tribune, puis il y a quand même des forts appuis dans cette région-là. Sinon, après ça, du côté je voyais avec le Parti libéral, honnêtement, c'est sauver les meubles. Là. C'est ça qu'on veut faire en ce moment. Puis même du côté de la communauté anglophone, il n'y a rien d'assuré. Là. Il y a quand même le PCQ. PCQ est capable de ratisser large. C'est le seul parti qui s'est prononcé littéralement contre la loi 96. Ouais. Puis vraiment contre, là, on l'enlève. Là. Puis ça, il y a beaucoup d'anglophones là, chez qui ça vient rejoindre. Sinon, après ça, du côté de Québec solidaire, je suis quand même d'accord avec ce qu'Aiden dit. S'il y a encore une bonne prestation de M. Nadeau-Dubois au prochain débat, je serais pas surpris que, de un, on soit capable de conserver les sièges qu'on a en ce moment, mais qu'on puisse aller en chercher d'autres. Là, on parlait de Saint-François. Il y a aussi le comté de Sainte-Marie et Sainte-Anne, qui est très serré. Puis c'est un candidat vedette aussi qui se présente là. C'est un Vincent... Guillaume Clerc-Rivard. Guillaume Clerc-Rivard, c'est un avocat en immigration. Très populaire là. Puis aussi, quand même bon débatteur. On pourrait peut-être même aller chercher peut-être Verdun aussi. Ça reste à voir. Maurice Richard aussi, c'est un comté prenable. Il y a aussi d'autres comtés à Montréal où est-ce qu'ils sont forts, comme Bourget. Vio aussi, qui sont quand même très forts pour l'instant. Saint-François, je l'avais mentionné, mais ouais, c'est des comtés qui seraient prenables. Angava, avec Maïté Labrec, Sanaga. Ça reste à voir avec le débat, ou même aussi, le problème là, dans ce comté-là, c'est le vote autochtone. Là. Normalement, les Autochtones ne votent jamais. Exact. Peut-être que là, ils vont aller voter. Là. Maïté Labrèche-Saganache, c'est la seule qui a posé des pancartes électorales dans les communautés autochtones.
Wow, ça c'est quand même. Je pense que c'est la seule, honnêtement. Genre, sinon, les autres partis, je pense qu'ils en ont presque pas omis, là, qui font la promotion de leur parti dans les communautés autochtones. Sinon, pour le PQ, c'est de sauver les meubles aussi. C'est de que nos comtés dans l'Est du Québec restent des comtés péquistes. C'est pas nécessairement de faire des gains. Les seuls gains pour le PQ qu'on veut faire, c'est faire des gains au niveau des souverainistes. Il faut se rappeler aussi que pendant le débat des chefs, François Legault a littéralement dit à Dominique Anglade, on a pris l'opposition au souverainisme. Nous sommes le parti qui défend le fédéralisme. Puis ça, je suis convaincu que dans le prochain sondage, ça va transparaître. Il y a des anciens péquistes qui sont allés à la CAQ qui ont sûrement pas aimé le discours de François Legault là-dessus. Parce qu'il y a des souverainistes à la CAQ, là. C'est une coalition, là. Oui. Il y en a des souverainistes, des fédéralistes. Je suis convaincu qu'il y a des souverainistes qui n'ont pas aimé ça, entendre ça, puis qui risquent de se rallier à Paul Saint-Pierre Plamondon parce que lui, il fait campagne là-dessus. C'est une campagne qui est très décomplexée par rapport à ça, puis il le fait bien. C'est avec du positif, là. Fait que, tu sais, ça reste à voir pour le PQ. Puis pour le PCQ, ben, c'est de faire élire Éric Duhem. Puis peut-être même de faire des gains dans la région de Québec. Peut-être. Ou en Beauce. En Beauce, il y aurait plus de chance. Là. C'est surtout un bastion quand même assez conservateur. Là. Puis il faut se souvenir aussi que Maxime Bernier au fédéral, qui appuie Éric Duhem, avait quand même fini deuxième dans sa circonscription contre un autre conservateur au niveau fédéral. Mais peut-être Beauce, il y a des gains à faire. Oui, justement, les 3 comtés à surveiller pour le Parti conservateur du Québec sont le comté où Éric Duhem se présente, c'est-à-dire Chauveau. Sinon, Beauce-Nord, Beauce-Sud. Le PCQ monte aussi deuxième dans plusieurs régions. Là, dans ça, c'est le sondage léger pour vrai. Là. C'est ça, il finit deuxième dans plusieurs régions, dont Laurentides, la Naudière, la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, par exemple. Fait que, tu sais, la montée du parti est à surveiller là, pour cette élection, non seulement cette élection, mais les prochaines aussi. Là. Avoir un gros pourcentage pour eux, c'est bénéfique. Le contenu qui, tu sais, je sais que ils reçoivent une infime somme par vote, mais que ça va aider le parti, puis ils vont être nettement plus financés aux prochaines élections. Là. Moi, si je peux aller de ma petite prédiction, t'sais. Je vous pose la question, mais j'ai pas répondu. Moi, c'est vraiment... Ce qui me surprend, encore une fois, j'avais déjà dit en ondes, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant, la campagne du Parti québécois est excellente. Parce que on croyait que ce parti était mort en avril. Et là, j'ai de la difficulté j'ai hâte de voir les résultats. Ça m'intrigue de le voir, puisque on dirait que le message était déjà passé. Ça allait être une descente aux enfers. Mais la campagne est bien. Il y a des points positifs. Le PQ monte dans les sondages. Paul Saint-Pierre Plamondon qui est bon en débat. Le Parti québécois, leur campagne de positif, il n'y a pas de... Mis à part des candidats libéraux qui ont essayé de dénigrer Andréane Fiola, la candidate du PQ qui a été... en tout cas, on avait déjà parlé en ondes. Oui. Il est surtout cohérent dans ses propos. Ouais. C'est surtout ça qui est fort. Tu sais, je parlais de campagne décomplexée. Il est cohérent avec sa base. Là. Puis, tu as de la misère à te dire, OK, le PQ va mourir après cette campagne-là parce que il me semble que c'est tellement incohérent avec la campagne qui fait que le PQ meurt. C'est comme, tu vois pas un parti qui fait ce genre de campagne-là mourir après la campagne. Tu vois clairement, bon là, je m'achète peut-être un petit peu du Parti libéral, mais tu vois clairement le Parti libéral se déconstruire pendant la campagne. C'est pas le cas au PQ. Donc, si le PQ réussit pas à survivre, à sauver les meubles, à avoir une perspective d'avenir, c'est pas à défaut d'avoir essayé. Vraiment pas, là. Mais je pense qu'ils vont être capables, honnêtement. J'ai l'impression qu'ils vont réussir à sauver les meubles. Sur ce, messieurs, merci de vous avoir prêté au jeu en ce dimanche matin. C'est parti de mon idée un peu de dernière minute, mais une chose est sûre, c'est que j'ai vraiment apprécié l'exercice, puis qu'en mi-campagne comme ça, ben, c'est le fun, jaser, analyser le tout. Donc, merci. Puis, on se retrouve en ondes le lundi de 13h à 15h sur les ondes de CFA 81.3 à l'émission politique hebdomadaire Les Attachés de presse. À la prochaine, tout le monde.